Deuxième partie de cette émission. Bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient avec nous dans la première partie. C'est Territoire d'Info avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et le réseau VIA. Et TV5 Monde, l'invité politique ce matin en direct sur ce plateau. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Vous êtes député des Alpes-Maritimes, Les Républicains. Et pour vous interroger, à mes côtés ce matin, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour. Et Denis Caro, tiens donc, directeur des rédactions de Nice Matin. Merci d'être avec nous ce matin pour interviewer Éric Ciotti. Éric Ciotti, Marseille, Édouard Philippe devant les élus locaux ce matin. Est-ce que vous attendez encore quelque chose de ce gouvernement? Est-ce que dans le contexte économique, un geste est-il encore possible? J'attends du gouvernement enfin de la considération pour les territoires. Au-delà de la considération pour les élus locaux, qui naturellement serait la bienvenue parce que les élus locaux expriment au quotidien un extraordinaire dévouement pour le pays, pour les territoires. J'attends de ce gouvernement une prise de conscience. Depuis 1 an et demi, nous n'avons que du mépris pour les territoires. Nous avons une vision qui est uniquement parisienne, très centralisatrice. C'est ce qu'ont dit hier toutes les associations d'élus. L'Association des maires de France avec François Baroin, l'Association des départements de France, des régions de France, c'est inédit. Cette unité de toutes les grandes associations de collectivités locales qui disent ça suffit ce mépris. Et finalement, ce qu'il y a derrière tout cela, c'est un peu cette division, cette fracture de la nation. On a eu de la part d'Emmanuel Macron une division sociologique. Ceux qui ont tout et ceux qui ne seraient rien. Cette phrase terrible, qui restera, je crois, un marqueur du quinquennat. Mais sur les territoires, c'est pareil. Il y a Paris et le reste. Les territoires qu'on néglige, qu'on ne considère pas, qui finalement ne sont rien. Eh bien, l'enjeu, il est là aujourd'hui, c'est redonner de la considération et de la confiance. Et aussi, la confiance, elle se délègue. C'est faire confiance à ceux qui ont la légitimité de l'élection sur les territoires. Le gouvernement répond à ces critiques en disant que les 3 associations d'élus que vous venez de citer sont dirigées par des responsables de droite qui, en gros, sont dans la posture politicienne. Écoutez, je prends un exemple, Dominique Bussereau, il est président de l'Association des départements de France. Je n'ai pas mesuré depuis 1 an et demi une opposition personnelle farouche, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'encontre d'Emmanuel Macron. Au contraire, Morin pour les régions, François Baroin pour les... Ce sont des élus qu'on ne peut pas classer dans ceux qui sont les plus hostiles à cette majorité nouvelle. Non, ce sont des élus responsables qui sont au contact des territoires, des collectivités locales et qui voient, qui mesurent. J'ai présidé pendant 9 ans le département des Alpes-Maritimes. On voit la défiance, la défiance profonde de ce pouvoir qui aujourd'hui veut supprimer des échelons, veut supprimer des collectivités par la force, par la pression, ne fait pas confiance aux élus. C'est pas la bonne méthode. La méthode, c'est le dialogue, c'est la concertation. On peut aller vers des expérimentations nouvelles, mais jamais par la force, jamais par le contrat. Le contrat qui a été imposé aux collectivités, c'est pas un contrat, c'est une injonction qui nous fait revenir 30 ou 40 années en arrière avant la décentralisation. Denis Caro. Éric Ciotti, le gouvernement veut faire augmenter le temps de travail des fonctionnaires territoriaux pour qu'ils travaillent réellement 35 heures. Vous, quand vous étiez président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, vous avez vous avez augmenté le temps de travail des fonctionnaires. Donc vous applaudissez des 2 mains cette orientation? C'est la loi aujourd'hui. La loi, il faut la respecter. Je dirais que c'est un principe de base et si on respectait la loi partout, je crois que notre pays se porterait mieux. C'est vrai que je l'ai fait il y a presque 5 ans dans le département des Alpes-Maritimes. J'ai été un des premiers à mettre une nouvelle politique sur le temps de travail des agents de la collectivité en supprimant 2 semaines de RTT et en augmentant le temps de travail. Donc le gouvernement va dans la bonne direction. Que le gouvernement fasse respecter la loi, c'est nécessaire, mais c'est vrai que c'est un chemin qui est indispensable aujourd'hui, notamment pour mieux gérer les dépenses publiques, parce que derrière tout cela, il y a de l'argent public. L'argent public, il vient de la poche des contribuables, et les contribuables, ils sont aujourd'hui lourdement prélevés par la fiscalité. Donc l'enjeu, c'est bien gérer l'argent public dans le respect de la loi et en essayant d'avoir des dépenses les plus pertinentes. Alors je ne sais pas si vous avez regardé l'interview d'Emmanuel Macron cette nuit à une télévision américaine.
Il était interrogé sur ces mauvais sondages et il a répondu que la meilleure façon d'être populaire, c'est de donner de l'argent aux Français. Et lui, il ne fait pas ça, il réforme. Alors, Éric Ciotti, est-ce que la meilleure façon d'être haut dans les sondages, c'est de donner de l'argent aux Français? Sûrement pas. C'est d'adopter les bonnes mesures et d'être courageux. Mais Emmanuel Macron ne donne pas de l'argent, mais il prend de l'argent dans les poches des Français. Et il ne réforme pas. Donc il n'y a rien. Il nous dit dans cette interview que j'ai regardée, en effet, j'ai réformé le pays. Où est la réforme? Depuis 1 an et demi, où est cette révolution qu'il avait décrite dans un livre avant l'élection présidentielle? Est-ce qu'il a bougé? On parlait du temps de travail. Est-ce qu'il est revenu sur les 35 heures? Est-ce qu'il est revenu sur des réformes, le niveau, beaucoup même. Le niveau record des dépenses publiques? Non, ce ne sont pas des réformes. Chaque fois, SNCF, ce sont le droit du travail, le baccalauréat, sur le droit du travail. Est-ce que le temps de travail a été modifié? 35 heures, non. Est-ce que les seuils sociaux qui constituent un blocage massif à l'emploi ont été modifiés? On a eu des mesures qui sont allées dans le bon sens. J'ai voté cette loi qui notamment plafonnait les indemnités de licenciement pour les prud'hommes. C'était une bonne mesure pour les entreprises, mais pas du tout. L'enjeu n'était pas du tout au niveau des défis à relever. Sur la SNCF, finalement, qu'est-ce qui reste à la sortie? Le fait que l'État ait récupéré plus de 30 milliards d'euros de dettes. La fin du statut des cheminots, vous ne l'aviez pas faite? Oui, dans 30 ans. Dans 30 ans, pour les nouveaux cheminots qui arrivent aujourd'hui, est-ce qu'on a bougé le régime spécial des retraites? Non, donc on voit quand on connaît bien les dossiers qu'il y a un écart très fort entre le discours qui est tenu et la réalité. Mais surtout, ce que je regrette, puisqu'il dit distribuer de l'argent, non seulement il n'y a pas de distribution, parce qu'il ne doit pas avoir de distribution, mais il y a des prélèvements énormes, 4,5 milliards. Depuis 6 ans, le pouvoir d'achat des ménages n'avait jamais autant diminué, et avec des conséquences et des résultats qui sont catastrophiques. Nous sommes un des plus mauvais élèves de l'Europe aujourd'hui en matière économique au niveau de la dette. On a une des dettes les plus élevées, des prélèvements obligatoires, des déficits et du chômage. C'est finalement un carré aujourd'hui qui décrit ce mauvais bilan depuis 1 an. Donc il faut changer de politique, il faut avoir le courage de la réforme. On avait proposé un chemin de réforme lors de l'élection présidentielle avec François Fillon. On en est très 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 loin aujourd'hui. Et les Français le mesurent, et c'est ce qui nourrit ces sondages. Mais dans cette interview, vous avez peut-être relevé en disant « Moi, ce qui compte, c'est que je n'ai pas d'élection interne. » Pas d'élection à mi-mandat, il a dit. Ouais. De mi-mandat. Il y a une élection européenne et il y a une élection municipale. Ça démontre aussi le mépris pour les territoires. Dire que les élections municipales ne comptent pas, c'est une forme de mépris, on y revient. Denis Caro. Emmanuel Macron s'intéresse de près à la nomination du nouveau procureur de Paris. D'après nos confrères du Monde et du Canard enchaîné, il aurait retoqué 3 noms. Il est dans son rôle, Emmanuel Macron? Il est dans ce vieux monde qu'il dénonçait. Il est dans cette volonté d'imposer sur la justice des amis et des hommes de confiance. Il a récusé le procureur de Lyon, qui était unanimement estimé et reconnu pour ses compétences. Le procureur de Paris a une double compétence. Compétence classique, comme chaque procureur, sur la plus grande juridiction de France, a fortiori, mais il a surtout une compétence en matière de terrorisme. Or, François Molins, qui a fait un travail remarquable, a été nommé procureur général près la Cour de cassation, et pour l'instant, personne n'est choisi pour le remplacer en pleine menace terroriste. Et ça, pour des raisons politiciennes. C'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui. On nous avait décrit, là encore, le monde de la transparence, le monde où il n'y aurait plus aucune intervention. Aujourd'hui, on est à nouveau dans cette volonté de faire pression, de verrouiller. C'est extrêmement grave, surtout que ces considérations bassement politiciennes entravent l'intérêt général, notamment en matière de protection des Français, puisque là, il s'agit de lutter contre le terrorisme. C'est Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, les Républicains, qui est notre invité politique ce matin en direct sur ce plateau. Éric Ciotti, est-ce que vous aimez le rap? Est-ce que c'est un genre musical que vous prisez? C'est pas ma tasse de thé privilégiée, mais je suis à l'écoute de tout, bon, et des nouvelles expressions, donc je déteste pas. Bon, vous connaissez la polémique au sujet du rappeur Nick je Conrad, l'ai dénoncé hier. Oui. Voilà, qui s'est expliqué au sujet de sa chanson et de son clip.
pour pander les Blancs, après d'ailleurs l'indignation de la classe politique. Et le parquet de Paris a même ouvert une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit, c'est l'appellation exacte. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique qui est née tout d'un coup, qui a fait le buzz et au fond, qui est terminée, puisqu'il a dit, lui, il a expliqué ça. Non, elle n'est pas terminée, ça serait il a trop expliqué facile. ça en tout cas, lui. Il a expliqué ça lui en disant, moi je fais de l'art, je ne fais pas de la politique. Dans votre question, il y a déjà un peu ce qui quelque part, pose un débat biaisé. Vous dites commenter la polémique. Moi, je veux dénoncer les propos. Il y a une émotion, il y a une condamnation, elle est unanime de tous les bords politiques. Ces propos, ils sont ignobles. Et il y a dans cette expression de racisme anti-blanc, puisque il voulait inverser les rôles, dit-il. Il voulait inverser les rôles. C'est un appel au meurtre. Il dit allez chercher les bébés dans des crèches. Mais comment on peut concevoir en disant c'est une polémique, il s'est excusé, circulé, il n'y a rien à voir. J'ai vu ce matin dans Libération quelque part en disant c'est pas très grave. Finalement, c'est ceux qui dénoncent qui créent la polémique. C'est eux qu'il faut attaquer. Parce que s'ils n'avaient rien dit, on n'en aurait pas parlé. Mais comment on peut en arriver à ce degré de lâcheté intellectuelle? Il faut dénoncer ces attaques, il ne faut rien laisser passer. Le racisme doit être condamné sous toutes ses formes. Il n'y a pas un racisme qui doit être plus justifié qu'un autre. Le racisme, l'antisémitisme, ce sont des plaies, des fléaux de nos sociétés. On doit les condamner et j'espère que la justice qui s'est saisie de ce dossier sera extraordinairement sévère à l'encontre de ces propos. On ne peut pas laisser déraper comme ça. On passe à la politique. Éric Ciotti, ce soir à la télévision, duel pour la première fois. Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, va croiser le fer contre le Premier ministre Édouard Philippe. Quelle est la différence entre les deux droites qu'il représente? Édouard Philippe ne représente pas la droite. Il est de droite. Édouard Philippe était dans notre famille politique, il l'a quitté. Il a quitté pour servir Emmanuel Macron, pour obtenir une fonction prestigieuse, certes, au détriment de ses convictions passées, comme d'autres, hélas, et je le déplore. Donc il n'y a pas de droite. C'est une supercherie de dire ça. C'est de droite, c'est une illusion de communication, c'est la grosse ficelle macronienne qui a été utilisée, et je le reconnais avec un certain succès, pour nous déstabiliser aux élections législatives l'année dernière, pour tromper les Français, pour abuser, pour laisser croire qu'il y avait cette unité nationale, qu'il y avait les hommes et les femmes de bonne volonté venus des deux rives. On voit bien qu'il n'en était rien. C'était simplement l'attraction d'un poste pour servir quelques idées d'Emmanuel Macron. Ce n'était pas l'unité nationale. L'unité nationale, elle peut se concevoir en période de crise. Là, ces hommes et ces femmes qui ont quitté notre famille politique sont allés servir d'autres convictions. Je prends l'exemple de M. Le Maire, qui, lorsqu'il était candidat à la primaire dans notre famille politique, avait comme principale mesure la baisse de la CSG. Il avait au demeurant raison. Il est nommé ministre, c'est le ministre qui augmente la CSG. Où sont les convictions dans cette affaire? Donc il n'y a pas de droite. La droite, aujourd'hui, elle est représentée par les Républicains qui sont présidés par Laurent Wauquiez. Wauquiez soutient Orban et va voir Angela Merkel. Comment c'est compatible? Un homme d'État, il parle à tout le monde. Et d'ailleurs, je reviens sur cette diplomatie de l'invective qu'a utilisée Emmanuel Macron. Quand on est a fortiori chef de l'État, on n'insulte pas d'autres chefs de gouvernement ou d'État européens. On a cette obligation de parler à tout le monde. Viktor Orban est membre du PPE, Angela Merkel aussi, Laurent Wauquiez parle à tout le monde. Et pour trouver des solutions, notamment à la terrible question migratoire, il faut que tout le monde se mette autour de la table. Les questions niçoises. Christian Estrosi a amorcé hier un virage en étant beaucoup plus critique qu'avant à l'égard d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Ça va vous rapprocher? J'y vois peut-être un effet de ma prochaine élection à la tête de la Fédération des Républicains. Que Christian Estrosi revienne au point de départ, je ne peux, si c'est sincère, mais nous verrons bien dans le futur,
nous verrons bien. J'ai du mal quelquefois à suivre son positionnement. Je l'ai entendu pendant un an et demi être extraordinairement macronien, dans un soutien quasi systématique, total. On a évoqué beaucoup de textes. J'ai entendu qu'il disait que M. Collomb avait été le meilleur ministre de l'Intérieur de la Ve République. Il aurait voté la loi immigration. Bon, je respecte d'ailleurs ce choix. Aujourd'hui, vous le notez, il amorce un virage. Est-ce que c'est l'effet des sondages? Est-ce que c'est l'effet préélectoral? Est-ce que... Voilà, bon, nous verrons bien comment cela évolue. Quelquefois, ça va un peu vite pour moi, ces changements. Vous savez, moi, je suis peut-être le représentant d'une attitude plus ancienne, celle de la fidélité à des convictions, à des idées. J'ai des valeurs, j'ai toujours eu un regard critique sur ce pouvoir depuis le début. Je crois que les événements m'ont plutôt donné raison. D'autres ont un regard positif. Manifestement, ils reconnaissent aujourd'hui qu'ils ont fait une erreur. Bon. On verra bien la suite. Éric Ciotti, est-ce que dans votre fort intérieur, votre décision est prise concernant la mairie de Nice en 2020 ? Cette décision, je la prendrai l'année prochaine. Est-ce que votre conviction est faite ? Je la prendrai l'année prochaine. Je l'ai toujours dit, et ici même, je suis député de Nice, donc j'ai un devoir à l'égard des Niçois, un devoir de servir ma ville, de les représenter à l'Assemblée nationale. Je suis intervenu. Donc vous pourriez ne pas y aller alors ? Je suis intervenu sur la situation très difficile de l'hôpital de Nice aujourd'hui, où on est obligé d'arrêter des interventions chirurgicales du fait de la situation financière. Je suis intervenu hier auprès de la ministre des Transports pour dénoncer le racket des sociétés autoroutières, notamment autour de Nice. Donc c'est des sujets qui intéressent les Niçois. Je suis intervenu cette semaine pour dénoncer la lourde augmentation de la fiscalité qu'a mis en place Christian Estrosi au niveau de la métropole. Donc vous êtes candidat, tout le monde reçoit. Ça ressemble quand même de campagne, monsieur Estrosi. Vous en tirez toutes les conclusions qui conviennent. Tout le monde reçoit sa feuille d'impôt aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de la gestion. Il y a une augmentation sur la métropole et à Nice entre 13 et 20% des impôts fonciers et de 60% de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. C'est énorme. C'est le fruit d'une gestion aujourd'hui qui m'oppose, que je conteste, parce que c'est une gestion d'augmentation des dépenses publiques, essentiellement d'ailleurs des dépenses de fonctionnement, qui ont conduit à un endettement record, puisque la métropole a un endettement qui atteint presque 1,6 milliard. C'était dans les orientations budgétaires votées lundi, et donc à une augmentation de la fiscalité. Donc tout ça font partie des éléments. Je l'ai dit, je veux servir Nice le mieux que je pourrai, là où il le faudra, et je prendrai cette décision l'année prochaine. Je l'ai toujours dit. Donc Gérard Collomb a rendu public sa décision maintenant. Denis Caro. Je crois qu'il le fait pour d'autres raisons. Gérard Collomb veut quitter un gouvernement. C'est un peu la fuite du Titanic. Nicolas Hulot l'a fait avant lui. Partout en France, le nombre d'adhérents des Républicains dégringole. Dans les Alpes-Maritimes, les Républicains ont gagné 4000 adhérents et ça devient la première fédération de France. Par quel miracle ? Par la clarté. Je crois par la clarté, par la volonté de défendre une ligne claire à droite. Je l'assume, je suis un homme de droite. J'ai fixé un cap dans ma campagne pour la présidence de la fédération. La clarté, le rassemblement. La quasi-totalité, vous le savez, des parlementaires des Alpes-Maritimes me soutiennent. Tous les maires, hors le maire de Nice, se sont rassemblés derrière ma candidature. Et c'est vrai que j'ai senti une attente chez nos militants qui sont toujours là. Ils ont été déçus, ils ont été choqués par la défaite, ils ont mal vécu les trahisons, les revirements. Aujourd'hui, ils attendent une ligne qui va leur fixer un cap pour qu'en 2022, nous représentions une espérance et une alternance pour le pays. Tout à l'heure, c'est des élections importantes pour vous, vous l'avez dit, les élections européennes. La tête de liste, LR, qui ? Elle sera décidée. Mardi, pas vous dire, mardi, ça sera décidé. Non, absolument pas. Jean Leonetti, ça serait une bonne option. Michel Barnier, les noms Jean que vous Leonetti. citez, Michel Barnier, Jean Leonetti, il peut y en avoir d'autres, font partie des personnalités respectées, respectables. Est-ce qu'on a une idée de quand ce sera décidé ? Ça sera fait d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Les Républicains, d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Merci.
Voilà, débrief de l'actualité. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, Les Républicains, quittent ce plateau et font leurs entrées. Ils étaient là dans la première partie de cette émission. Guillaume Doyen, de la Gazette des communes, des départements et des régions, et également Patrice Moyon de Ouest France. Merci d'être avec nous ce matin. On démarre tout de suite ce débrief de l'actualité par Marseille, ce qui s'y passe, les élus de la droite contre le gouvernement, un rassemblement des élus pour les libertés locales. Vous les connaissez bien, Guillaume Doyen, à la tête de la Gazette des communes, des départements et des régions. Il se rassemble pour mieux peser, au fond, sur Édouard Philippe, qui va prendre la parole tout à l'heure? Oui, ils se rassemblent. Alors, ils avaient déjà commencé à se rassembler en tenant des conférences de presse communes de protestation. Et là, simplement, c'est au Palais du Pharaon à Marseille. C'est une mise en scène, si vous voulez, de leur commune opposition à la politique du gouvernement, qui consiste notamment à baisser les moyens affectés aux collectivités locales, à les contrôler de plus en plus sur leur trajectoire de dépenses, etc. Est-ce que, Patrice Moyon, ils ont des chances d'être entendus par le Premier ministre au regard du contexte économique un peu tendu quand même, notamment l'exercice du budget et tout ce qu'on entend, qu'il faudrait mettre comme argent pour les satisfaire? On voit bien que c'est compliqué parce que la France, on est à un moment où il y a un retournement de cycle d'un point de vue conjoncture économique. La France est endettée, il y a une remontée des taux. Et donc la France doit bien s'attaquer aux réformes structurelles. Et en même temps, pour parler comme Emmanuel Macron, en fait, il y a la nécessité aussi pour le gouvernement de renouer le dialogue avec les élus sur le terrain. Et on voit bien que, même s'il y a une fronde, globalement, on entend des gens comme Dominique Bussereau dire que il faut conserver le dialogue. Il faut conserver le dialogue. Il faut trouver des solutions. Édouard Philippe est à Marseille donc pour son discours tout à l'heure. Ce soir, il sera sur France 2. Guillaume Doyen, il monte au créneau, le Premier ministre? Le Premier ministre, maintenant, a intérêt à négocier quand même cette réitération des protestations dans les territoires portées par des grands élus connus, représentant tout de même des institutions bien connues des Français, et surtout à l'approche d'élections municipales, ça commence à faire du bruit. C'est un grand élu, un ex-grand élu. Alors lui-même a été maire du Havre, il les connaît bien, il a tout intérêt à faire quand même des gestes en leur direction, parce que la Macronie, elle n'est pas du tout implantée dans les territoires, et c'est pas comme ça qu'elle va l'être, si vous voulez. C'est pas en se fâchant globalement avec tous les gens qui y sont déjà, qui va pouvoir développer, que les républicains, que les marcheurs, vont pouvoir s'installer dans ces territoires. Patrice Moyon, Édouard Philippe, c'est le bon profil au gouvernement pour... il est Premier ministre, bien sûr, de fait, mais est-ce qu'il est perçu comme quand même pas trop éloigné du terrain, Édouard Philippe? Je pense qu'il a en tout cas il a une histoire personnelle, il a un ancrage historique au Havre, donc il connaît bien effectivement les enjeux liés au territoire. Après, on voit quand même que les élus républicains ont trouvé effectivement pour eux l'angle d'attaque, c'est-à-dire il y aurait d'un côté Emmanuel Macron, le Parisien, face au territoire. Mais la question de la fracture territoriale, elle est beaucoup plus compliquée que ça, puisque il y a aussi une fracture aujourd'hui qui est en train de s'installer entre les grandes métropoles et les territoires ruraux. Donc c'est bien la question de les petites villes. Et les petites villes, et les villes moyennes, effectivement. Donc c'est bien la question de l'aménagement du territoire qui est posée. Est-ce qu'il y a un enjeu politique fort pour le Premier ministre? Est-ce qu'il peut exister au-delà de ce rôle-là? Est-ce que ce soir, il peut se positionner, en gros, Édouard Philippe, Guillaume Doyen? Est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'il le peut? Moi, je pense qu'il peut. Vous avez rappelé que lui-même avait été maire du Havre. Je pense qu'il peut jouer la figure rassembleuse face à ses élus, parce que ce sont des thématiques qu'il connaît bien et il a une certaine légitimité pour en parler. Donc, ça peut lui donner un crédit politique pour la suite? Oui. Il est quand même un représentant de l'ancien monde, il est quand même un homme modéré, et donc je pense qu'il peut là-dedans, si vous voulez, entrer en négociation avec ces grandes associations, avec ces grands élus qui, eux, pèsent en région, pèsent en province. Un dernier mot sur cette polémique. Alors, une enquête a été ouverte pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit au sujet de ce rappeur Nick Conrad. C'est sa chanson et son clip Pendez les Blancs.
qui est en cause. Vous avez entendu la réaction de notre invité Éric Ciotti, oui, Guillaume Doyen. C'est totalement justifié. Alors le texte est un torrent de violences racistes et la justification du rappeur, c'est un torrent de bêtises. Donc effectivement, on ne peut que souhaiter que ça se termine devant les tribunaux. Ça va être le cas. Ça va être le cas, oui. Patrice Moyon, là-dessus ? Oui, un rappeur qui dérape, une polémique, effectivement, qu'est-ce qui peut justifier de tenir de tels propos ? Rien. Dans un pays qui est déjà fracturé, où on a des polémiques incessantes, on n'a pas besoin de ça. Et on ne peut pas parler de culture. Vous avez vu Libération aujourd'hui elle n'excuse pas, mais dit bon, on mélange aussi un peu tout, on monte en sauce ces affaires-là. J'ai lu le Parisien, là, en l'occurrence. J'ai lu l'interview du rappeur, mais qui ne s'en sort pas, si vous voulez. Hein, c'est complètement idiot ce qu'il raconte. Donc bon. En quoi est-ce que Pendez les Blancs, on peut parler de culture ? Merci beaucoup. Guillaume Doyen, la Gazette des Communes, Patrice Moyon, Ouest France. Un tout petit mot, un dernier sur la première partie de cette émission, quand vous avez parlé de la data, du big data et de ces sujets très importants. Savoir comment conserver ces données et au fond ne pas faire en sorte qu'elles soient privatisées. C'est dans la Gazette des Communes aujourd'hui, je le rappelle, avec une interview d'Axel Lemaire qui refait donc son apparition à ce sujet-là. Elle était le secrétaire d'État au numérique de François Hollande. Voilà, c'est une spécialiste de ces questions-là dans la Gazette des Communes, des départements et des régions. Voilà. Dans un instant, c'est le Zap Monde. Alors, il se passe des choses à New York. Vous avez vu la conférence de presse concernant ce qu'a dit Donald Trump, qui fait son show à l'ONU. Et c'est évidemment le thème de ce Zap Monde préparé par TV5 Monde qu'on regarde ensemble. Malgré un isolement quasi complet au cours d'une réunion du Conseil de sécurité qu'il a convoquée, Donald Trump presse la communauté internationale de le suivre dans son intransigeance vis-à-vis de l'Iran. Je demande à tous les membres du Conseil de sécurité de travailler avec les États-Unis pour faire en sorte que le régime iranien change son comportement et n'obtienne jamais de bombes nucléaires. Les Européens, au contraire, plaident pour le maintien de l'accord. Qu'est-ce qui permettra de régler véritablement la situation en Iran? Et qu'est-ce qui déjà a commencé à permettre de la stabiliser? La loi du plus fort? La pression d'un seul? Non. Voici l'homme par qui le nouveau scandale éclate au grand jour, l'avocat de la troisième accusatrice. Et cette fois-ci, il est question de viol collectif impliquant le juge fédéral Brett Kavanaugh. Dans une déclaration sur l'honneur qu'il a décidé de rendre publique, sa cliente Julie Jetnik, âgée aujourd'hui de 53 ans, dénonce les agissements dans les années 80 d'un groupe de garçons qui, dit-elle, faisaient boire des filles ou les droguaient pour mieux abuser d'elles. À quelques heures de l'audition du juge Kavanaugh devant la commission judiciaire du Sénat, Donald Trump semble faire pour la première fois un pas en arrière. Il semblerait que vous êtes en train de dire qu'il se peut que vous retiriez la candidature de Brett Kavanaugh. Est-ce correct? Si je pensais qu'il était coupable, oui, c'est certain. Une altercation entre syndicats et patrons de Ryanair, illustration de la tension actuelle. Pour Michael O'Leary, la grève de vendredi ne sera pas suivie. Il vient même d'introduire une plainte à la Commission européenne pour conduite anticoncurrentielle, accusant les syndicats d'être les marionnettes des compagnies concurrentes. Dernière vérification avant le départ. Une course et de drôles de véhicules que les participants des étudiants ont conçus eux-mêmes. Des voitures qui fonctionnent à l'énergie solaire. Le South African Solar Challenge, une course verte, a démarré ce week-end en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui compte cette année 5 équipes sur les 9 venues d'universités de Suisse, de Chine, des Pays-Bas et du Japon. Voilà, le Zap Monde de TV5 Monde, vous savez, qui est notre partenaire, ce que vous devez retenir chaque jour de l'actualité du monde. Voilà, la troisième partie de cette émission, dans un instant avec Territoire Sénat et l'actualité politique et parlementaire. À tout de suite.